Bonjour, bienvenue aux Journées Expertise Construction. Je m'appelle Jérôme Lozey, je suis ingénieur procédé dans le département matériaux et process et je suis également accompagné pour cette présentation de Jérôme Lefebvre. Bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Lefebvre, je suis responsable de la division matériaux de voirie au sein du laboratoire de l'espace public de la ville de Paris. Le laboratoire est rattaché au service du patrimoine de voirie, de la direction de la voirie et des déplacements. Nous allons vous présenter une thématique d'actualité liée aux conséquences du réchauffement climatique sur les agglomérations de grande taille, à savoir la diminution des îlots de chaleur et des solutions que proposent les produits de voirie en béton à base de liants bas carbone et notamment la marque Low Carbotis du Cérib sur laquelle je reviendrai plus tard. Au cours de cette présentation, nous allons vous présenter les enjeux et phénomènes urbains, puis je vous présenterai la réalisation de produits de voirie à base de liants bas carbone et de la solution Low Carbotis du Cérib. Et enfin, nous vous présenterons les produits posés sur la structure climatique de trottoir sur le démonstrateur de Bonneuil au centre d'approvisionnement de la ville de Paris. En guise d'introduction, je vais vous parler du contexte et des enjeux dans lequel s'inscrit cette expérimentation. Aujourd'hui, donc, dans un contexte urbain dense, un des enjeux est l'adaptation de la ville à l'urgence climatique. Nous avons tous en tête les canicules, vagues de chaleur, la montée des eaux, les tempêtes et vents violents, les inondations, pardon, qui sont souvent dramatiques. Donc face à ces aléas, la ville a nécessité de s'adapter afin de devenir résiliente et ainsi de continuer d'offrir aux habitants les ressources et protections dont ils ont besoin. La définition de la résilience urbaine est la capacité d'un territoire à anticiper, survivre et se développer, quels que soient les chocs. Donc, nous venons de parler d'inondations majeures, de canicules, de tempêtes, mais il faut également penser aussi malheureusement aux attaques terroristes. Et la résilience urbaine aussi doit prendre en compte les stress chroniques comme la crise du logement, la crise de l'emploi ou des crises migratoires. La ville de Paris, comme les grandes métropoles, est et sera confrontée à ces aléas dans les décennies à venir. Elle a donc élaboré plusieurs documents afin d'apporter une réponse à ces changements, avec entre autres, ici vous voyez, le plan Paris-Pluie, la stratégie de rafraîchissement urbain, sa stratégie de résilience et le plan climat-air-énergie de 2018. Ce plan climat, air, énergie vise notamment à réduire l'émission des gaz à effet de serre avec comme objectif une diminution de 80% en 2050 par rapport à l'année 2004. La ville de Paris travaille aussi également sur des documents de planification pour fixer les orientations et règles locales avec notamment son futur PLU bioclimatique qui renforcera les enjeux énergie-climat ainsi que la végétalisation dans la ville. La ville de Paris a aussi défini la notion d'îlot de fraîcheur, c'est-à-dire des lieux privilégiés ouverts au public de jour comme de nuit, où il fait plus frais que dans l'environnement proche. Donc ce sont par exemple des espaces verts ouverts 24 heures sur 24, des salles rafraîchies comme des halls de mairie d'arrondissement, les stations de métro, les musées et lieux de culte ou des centres commerciaux. À terme, il est souhaité qu'aucun Parisien ne soit à plus de 7 minutes de marche d'un îlot de fraîcheur avec d'ici à 2030 300 îlots et parcours de fraîcheur accessibles au public. Un petit retour sur ce phénomène donc d'ICU, d'îlots de chaleur urbain. L'été 2019 a été le troisième été le plus chaud après ceux de 2003 et 2018, avec une température mesurée le 25 juillet de 42,6 degrés au niveau du parc Montsouris, avec une température minimale qui n'est pas descendue en dessous de 25,5 degrés. Comme le montre le schéma présenté, en moyenne, l'écart observé entre Paris et sa banlieue est de l'ordre de 3 degrés. Mais lors des canicules, il a été noté jusqu'à 8 degrés d'écart entre Paris et des villes proches comme Melun, et même 4 degrés entre le cœur de Paris et les bois de Vincennes et de Boulogne. L'ICU est donc un phénomène de réchauffement local des villes par rapport à leur périphérie. Il est d'autant plus important que la ville est dense et étendue. L'ICU se caractérise surtout entre 4 et 5 heures du matin, lorsque la température ne redescend pas assez pour rafraîchir l'air de la ville.
Un petit retour aussi sur les mécanismes qui provoquent la formation de ces îlots de chaleur urbains. Donc, il y a plusieurs mécanismes physiques qui interviennent. On parlera donc du piégeage radiatif dû à la forme urbaine et à la nature minérale des villes. On parle de canyons urbains. La faible évapotranspiration par la faible présence de végétation en ville. L'obstruction du vent, donc avec sa faible circulation due à l'urbanisme des villes. Et enfin, au rejet de chaleur anthropique dû aux activités humaines. Donc l'ICU se mesure bien sûr à l'échelle de la ville, mais on peut aussi parler de micro-ICU à l'échelle du quartier, comme par exemple la différence de température entre la présence d'un parc et les rues environnantes qui peuvent être de l'ordre de 1 à 2 degrés. Maintenant, si on fait un focus sur l'impact des matériaux de l'espace public, l'impact est surtout caractérisé, va surtout influer sur les micro-ICU plutôt que sur l'ICU global de la ville, où il faut plutôt agir sur le bâti. Donc ça va être la mise en place, par exemple, de volets qui vont permettre de créer de l'ombre à l'intérieur des bâtiments. On pourra agir aussi sur l'isolation des bâtiments ou la mise en place de toitures végétalisées, ou également sur la mise en place de double vitrage. Également, donc, si on s'intéresse toujours à l'impact des matériaux, il va être, quant à lui aussi directement dirigé sur le confort du béton par la diminution de l'effet de convection à la surface des revêtements. C'est, cet effet de convection qui échauffe l'air ambiant en ville. On reviendra un peu plus tard dans la présentation sur ces notions d'effet de convection et d'effet thermique. La solution, donc, c'est qu'il faut, à l'échelle d'un revêtement urbain, chercher à diminuer sa température de surface. C'est cette compréhension des échanges et l'étude du bilan thermique à la surface d'un revêtement a fait l'objet de travaux de thèse au sein du laboratoire, avec notamment la thèse de Sophie Parison entre 2016 et 2019. Donc ces travaux ont été encadrés par le laboratoire de la ville de Paris et l'université Paris Diderot, donc au sein du LEED, qui est le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. Ces travaux ont permis d'étudier entre autres la propriété thermophysique des matériaux et de s'intéresser à plusieurs notions, donc aux notions d'albédo, de conductivité et de capacité thermique, d'émissivité et d'effusivité sur les matériaux. Ce sont ces paramètres qui nous ont guidés dans le choix des formulations de béton testé, dont nous allons, avec Jérôme, vous parler ensuite. Euh, Néanmoins, en première approche et pour le moment, vous pouvez retenir que pour favoriser le rafraîchissement urbain en fonction de l'exposition du site au soleil, il faut s'intéresser premièrement donc à l'albédo pour jouer sur la quantité d'énergie renvoyée par le matériau et dans un deuxième temps également sur son effusivité afin de retarder l'augmentation de sa température en surface. Voilà, je redonne la parole à Jérôme pour vous parler de la suite. Donc, je vais à présent vous parler de la réalisation des produits de voirie à base de liants bas carbone et de la marque Locarbotis. Le cahier des charges, comme on vient de le voir, est de réaliser des îlots de fraîcheur pour diminuer les îlots de chaleur en milieu urbain. Donc, l'idée va être d'avoir des produits normés qui vont répondre à un cahier des charges autoportant, donc qui va avoir des dimensions données, des résistances mécaniques, des propriétés physiques, etc., sur la fabrication du produit. Ces produits seront accessibles au marché public et surtout non glissants dans leur utilisation sur les trottoirs. L'albédo, avec un seuil de 0,3, sera dans les critères, comme on vient de le voir, et également la forte effusivité du matériau. La gestion de l'eau, concernant la perméabilité et la rétention d'eau sous voirie, aura un attrait fortement important pour gérer l'évapotranspiration de nos chaussées. La disposition constructive et l'arrosage de ces dalles doit être possible. On s'intéressera également à les solutions bas carbone vis-à-vis de l'économie circulaire, du recyclage de ces dalles et pourquoi pas de l'intégration de granulats recyclés dans les formulations de ces matériaux. Il faudra pour l'utilisation de tous les jours que ces produits soient faciles d'entretien, donc avec une texture particulière pour gérer le nettoyage et la non-glissance de ces dalles,
et une réparabilité des produits pour, en cas de détérioration, qu'on puisse les réparer simplement. Les produits qu'on va donc fabriquer par la suite seront donc des pavés, puisqu'en fait, le distinguo entre un pavé et une dalle se situera entre le ratio entre l'épaisseur et la longueur de la dalle et la longueur, pardon, du produit. Et pour ce qui nous concerne, donc les pavés que nous allons fabriquer auront des dimensions de 30 centimètres par 30 centimètres sur 10 centimètres d'épaisseur. On voit sur le côté droit le moule qu'on a utilisé pour fabriquer nos pavés. On a positionné en fait en fond de moule une matrice qui nous permet de fabriquer ces, ces, ces profils pour obtenir une surface antidérapante. Les compositions que nous avons testées pour réaliser ces pavés sont au nombre de 6 dans un premier temps. Donc vous voyez les photos des 6 formulations différentes, de différentes couleurs. Il y en a 4. Les 4 premières sont à base de CM3C que l'on prend chez le négociant du coin. Le CM3C a une proportion de 15% de clinker et 85% de laitier. Et les 2 autres compositions low carbotis qui d'ailleurs est la marque bas carbone du Cérib, sous laquelle nous regroupons notre expertise nous permettant d'agir sur les leviers matériaux et process afin de réduire l'impact carbone du béton. Les 2 solutions proposées sont une solution à base de 100% de laitier activé et la deuxième est une solution à base de 30% de clinker et 70% d'addition calcaire. Cette dernière formulation est également à base de 400 kg de ce liant. On voit sur les 4 premières images, en fait, on travaille avec un CM3C, avec fortement dosé à 400 kg, un petit peu moins à 250 et les 2 dérivées suivantes avec un petit peu plus de pigments sur l'image 3 et encore un petit peu plus de pigments sur l'image 4. Nous nous sommes intéressés ensuite aux performances de ces différentes compositions et donc on peut voir que pour les différents teneurs en liant, donc à 250 kg de CM3C, à 400 kg de CM3C et les 2 solutions Carbotis, ces bétons-là au moment du démoulage, 17 heures après un traitement thermique, ont tous des résistances supérieures à 20 mégapascales. On a aussi reporté dans ce tableau les valeurs à 28 jours et pour l'ensemble de ces formulations, on est au-delà de 37 mégapascales sur cube 10-10. Ensuite, puisqu'on s'intéresse à l'albédo, qui dit albédo dit donc le ratio entre l'énergie incidente et l'énergie renvoyée, mais aussi la couleur de ces produits et chacun appréciera les différences de couleur, mais la couleur peut se mesurer et on s'intéressera plutôt dans ce cas-là à la luminosité. La luminosité qui est une grandeur physique que l'on peut mesurer avec un colorimètre. Avec en colorimétrie, une valeur de 100, on est sur du blanc, une valeur de 0, on est plutôt sur du noir. Les valeurs pour nos dalles là se situeront plutôt entre 55 et 85 unités. Et on peut voir que les 2 grandeurs qui se dégagent le plus, celles qui sont le plus claires, seront plutôt celles autour de 400 kg de CM3C et la solution low carbotis à base de laitier activé qui sera choisie par la suite pour le démonstrateur. Alors revenons un petit peu sur, les essais de caractérisation donc, thermophysique des compositions. Donc les essais ont été menés au sein de l'université Paris Diderot, donc avec le LEED. Donc la mesure de l'albédo par spectrophotométrie, donc un spectrophotomètre, c'est un appareil qui permet la mesure des réflectivités par longueur d'onde allant des ultraviolets jusqu'aux infrarouges. Ensuite, le calcul de l'albédo se fait par pondération de ces réflectivités en fonction des longueurs d'onde ramenées au spectre solaire. Toutes les formulations étudiées, comme vous le montre le graphique, ont un albédo supérieur à 0,3 et en premier, donc avec la composition numéro 5. Seule la composition numéro 4 est un albédo un peu plus faible en raison du dosage un peu plus important en pigments. Le seuil de 0,3 a été mis dans le cahier des charges puisque dans la bibliographie, on considère qu'un revêtement a un albédo satisfaisant au-delà d'un seuil de 0,25
à 0,3. La suite donc des caractérisations a été réalisée donc par une manip de laboratoire mise au point toujours au lead, qui permet de déterminer la conductivité et la capacité thermique d'un matériau solide. Donc ici, l'échantillon est inséré dans un isolant. Le flux thermique est apporté donc par une lampe. Ce flux thermique est considéré comme vertical car les dimensions de l'échantillon sont imposées telles que les longueurs des côtés sont supérieures à 10 fois l'épaisseur. L'installation des deux capteurs en surface et en sous-face donc permettent la mesure des flux thermiques et de température. Comme le montre la photo, l'échantillon est recouvert d'une peinture noire, hein, qui permet de normaliser la température de surface pour s'affranchir de la caractéristique donc de l'albédo du matériau testé. Sans entrer dans le détail de l'ensemble des résultats, ici on va revenir sur donc quelques définitions de thermique et puis vous parler des résultats obtenus. Donc, on va s'intéresser à 3 critères, hein, diffusivité, effusivité, capacité thermique. Donc la diffusivité, c'est entre guillemets «la vitesse de transmission de la chaleur au sein d'un matériau». La capacité thermique d'un matériau, c'est sa quantité d'énergie absorbée pour l'augmentation de température de 1 degré. Donc on peut parler de capacité thermique massique lorsque l'on l'exprime par kilogramme ou de capacité thermique volumique lorsqu'on l'on l'exprime par mètre cube. Enfin, l'effusivité, c'est la capacité d'échange d'énergie, de l'énergie thermique entre le matériau et son environnement. Autrement dit, cette effusivité, c'est la capacité du matériau à absorber plus ou moins rapidement la chaleur en surface lorsqu'il reçoit un apport d'énergie thermique. Pourquoi on s'intéresse à cette effusivité? Parce que les matériaux à forte effusivité sont intéressants du fait que leur montée en température de surface est décalée dans le temps, ce qui va donc limiter l'effet de convection en journée et par conséquent l'augmentation de la température de l'air. Couplé à une bonne diffusivité et capacité thermique, cela va dans le sens du confort du piéton. Cependant, ces seuls, je dirais, critères ne modifient pas l'énergie thermique accumulée au sein du matériau. Pour réduire cette quantité d'énergie absorbée, l'albédo est bien le critère à en prendre en compte dans le choix donc des solutions. Les résultats donc sur les graphes diffusés montrent que la composition numéro 5 est celle qui a la meilleure réponse à cette caractérisation de laboratoire. Pour le démonstrateur, nous avons fait le choix aussi de mettre en place la composition numéro 2 sur un aspect, je dirais, plutôt mécanique. C'est celle qui a le dosage en ion le plus élevé, donc qui nous paraissait aussi intéressant à tester dans le cadre d'une utilisation, urbaine sur des trottoirs, un peu plus fortement, dimensionnés. Je ferai juste sur la présentation de ces résultats, un petit focus sur les résultats de la composition numéro 4 qui sont à prendre, je dirais, avec précaution, puisque les manips ont été réalisées que sur un seul échantillon et le résultat, voilà, un petit peu étonnant par rapport aux autres, montre de manipulation. Voilà, Jérôme, pour cette caractérisation thermophysique. On avait parlé de l'ion bas carbone, donc on s'intéresse maintenant à l'émission carbone des compositions utilisées. Et ici, je rapporte en fait les données, concernant les matières, premières individuelles. Donc, tout à gauche, c'est pour référence en fait, l'empreinte carbone d'un CEM1 qui est au-delà de 700 kilogrammes de CO2 par tonne de ciment, fabriqué. Et ensuite, sont reportées, les valeurs pour le CEM3C, le laitier et l'addition calcaire. On verra qu'on est en dessous des 200 unités, des 200 kilogrammes par tonne de CO2 pour ces 3 matières premières. On remarquera aussi que j'ai juste tabulé pour le laitier 2 valeurs limites rencontrées, dans la littérature. Quand on s'intéresse maintenant à la composition béton, donc auparavant, on était par tonne de matière première, maintenant on est par mètre cube de béton fabriqué. Donc on a toujours à gauche
Pour 400 kg de CEM1 dans une formulation béton, l'empreinte carbone qui est au-delà de 300 kg de CO2 par mètre cube de béton fabriqué. On a ensuite les autres valeurs pour les compositions que nous avons utilisées dans cette étude. La première à 250 kg de ciment, le 400 kg de CEM3C et le 400 kg de laitier activé, la première solution low carbotis, et la seconde à base de clinker et d'addition calcaire. Nous avons divisé par 3 l'empreinte carbone par rapport à celle d'un béton fabriqué avec un CEM1. L'autre information qui est importante aussi, c'est que dans ce calcul, je n'ai pas tenu compte de l'empreinte carbone liée au malaxage, au transport du béton, à la mise en place du béton et surtout le traitement thermique, puisque pour les 4 formulations qui sont à droite de cette présentation, les 4 formulations ont subi un traitement thermique. Les essais complémentaires qu'on a réalisés sur ces pavés en béton sont ceux référencés dans la norme, et nous nous sommes intéressés aussi au gel-dégel, à l'absorption d'eau des pavés et à la rupture par fondage des pavés que nous avons fabriqués, mais je n'ai pas de valeur encore à vous reporter pour le moment. Dans cette troisième partie, donc, je vais vous présenter le démonstrateur des structures climatiques de trottoir. Donc, démonstrateur qui est installé sur un site de la ville de Paris qui se situe dans le port de Bonneuil-sur-Marne, donc dans le Val-de-Marne. C'est un dépôt de stockage, de recyclage et d'approvisionnement, principalement des matériaux modulaires pour les chantiers de la ville. Donc, ce démonstrateur est constitué de 16 alvéoles qui font environ 4 mètres par 4 mètres de côté sur 30 centimètres de profondeur. Une des alvéoles est une alvéole de référence, hein, avec une structure de trottoir en béton et en asphalte. Et puis le reste des alvéoles, c'est différentes solutions testées avec un panel assez intéressant. Donc une des alvéoles comprendra une ombrière, hein, pour limiter donc l'apport solaire sur la structure. Nous testons également des peintures réfléchissantes, des matériaux donc modulaires comme présenté aujourd'hui, des matériaux à base de liants hydrocarbonés ou organominéraux, la solution d'espace végétalisé, et puis des solutions entreprises. Alors, ce sont des solutions de recherche qui nous sont proposées dans le cadre d'un partenariat par les entreprises qui travaillent, qui ont des baux sur la ville de Paris. Toutes les alvéoles sont donc instrumentées de capteurs de flux thermique et de température. J'y reviendrai un petit peu après. Le site est équipé également d'une station météo pour mesurer les conditions ambiantes du site, donc ensoleillement, température, hygrométrie. Et puis, différentes stations d'acquisition qui vont nous permettre de récolter les différentes données pour pouvoir ensuite les exploiter. Je vous présente ici donc la coupe schématique de la structure de trottoir, donc composée des solutions pavées bas carbone. Donc, j'ai pris l'exemple de l'alvéole numéro 13 sur le pavé au laitier activé, mais sur l'alvéole numéro 5, c'est la même chose. Donc, les pavés font donc 10 centimètres d'épaisseur, sont posés sur un lit de pose. Lit de pose qui est composé d'un mélange 50-50 de sable et de gravillon pour la perméabilité, et sont posés sur une couche de fondation en GNTP, donc une grave non traitée poreuse de granularité 640, ce qui fait à peu près 40% de porosité. Les joints entre les pavés sont également faits avec le même mélange du lit de pose pour permettre donc l'infiltration de l'eau. Les différents capteurs de température et de flux, donc vous avez ici les profondeurs, un en surface, un positionné à l'interface dalle lit de pose, et puis à -15 et -25 centimètres. Quelques données donc sur l'exploitation des données. Pour l'étude thermique, donc, nous avons passé une convention avec l'université Paris Diderot et le LID.
Je vais vous présenter ici la méthodologie qui sera suivie parce que bien sûr, bah, nous n'avons pas encore de résultats qui seront, je pense, exploités, plutôt en fin d'année. Si on regarde donc, le bilan thermique à la surface d'un revêtement, comme je vous le disais en introduction, toutes les solutions s'attachent principalement à réduire cet effet de convection, à la surface des revêtements afin de limiter l'échauffement de l'air. On peut également travailler sur la notion de flux de chaleur latente de l'eau. Donc, c'est le paramètre IE que vous avez, à droite de la surface, du revêtement. Donc, on peut travailler sur ce flux de chaleur latente, lorsque la surface est arrosée. Donc, on parlera, d'évaporation ou, végétalisée et là, on parlera d'évapotranspiration. Bien sûr, pour rappel, hein, la première des solutions la plus efficace reste l'ombrage qui va donc limiter les apports solaires, hein. Une surface qui n'est pas au soleil, bah, elle ne s'échauffe pas directement. Comme, donc présenté juste avant sur la coupe schématique, les capteurs de température et flux sont donc positionnés à différentes profondeurs, au nombre de 5. Donc, 1 capteur en surface et puis 4 en profondeur à l'interface, à -8, -15 et -25 centimètres. Bien entendu, ces profondeurs sont adaptées, bah, en fonction de la structure mise en place. L'idée étant tout de même d'être, le plus homogène possible sur l'ensemble des structures afin de pouvoir les comparer entre elles. Sur site, la station météo donc va permettre de mesurer les conditions d'exposition des alvéoles, donc comme l'ensoleillement, solaire, le paramètre donc grand S et puis le paramètre grand L qui correspond au rayonnement des grandes longueurs d'onde, par la mise en place donc d'un globe noir et la station météo est également équipée, pour mesurer la température de l'air ainsi que l'humidité relative et la vitesse du vent sur le site. 2 mesures complémentaires pourront être réalisées. Premièrement, donc des mesures d'albédo in situ, donc par des mesures ponctuelles, ce qui va nous permettre de mesurer un peu le vieillissement des surfaces, ainsi que la salissure, l'encrassement. Donc ces mesures pourront être corrélées avec les essais d'albédo qui ont été réalisés en laboratoire. Et puis nous réaliserons aussi, sur une journée très ensoleillée, l'évolution des températures de surface en fonction de l'exposition au soleil par la prise de vue de caméras thermiques, donc qui pourraient être corrélées à la température de surface. Je vais, vous montrer quelques photos qui ont été prises lors de la mise en œuvre des dalles, sur le site de Bonneuil. Donc la mise en œuvre est assez récente, hein. Elle a eu lieu il y a à peu près un mois, le 25 mai 2021. Donc vous voyez sur cette première série de photos, la mise en place des dalles sur le lit de pose. Donc le calpinage s'est arrangé droite avec des joints décalés, hein, qui est la pose classique de revêtement modulaire sur les trottoirs parisiens. Et puis donc une vue un peu rapprochée des dalles une fois la pose finie. Et puis ici, une vue d'ensemble de l'alvéole, donc avec la fin de mise en place, du mélange sable granulat dans les joints. Voilà, ce que je peux vous dire aujourd'hui sur l'état d'avancement du démonstrateur, et donc je redonne la parole à Jérôme pour terminer. Pour, terminer, on peut se féliciter de ce travail qui a été réalisé, comme cette, présentation aujourd'hui à distance, derrière, son ordinateur en visioconférence pour travailler. Donc, ce partenariat entre le LEED, le laboratoire Espace Public Ville de Paris et le Centre technique du béton, qui est le CERIB. Cette étude, des structures climatiques s'étalera sur 2 ans plus 1 année, en option. On a pu voir qu'il y aura plusieurs solutions disponibles et opérationnelles à la fin de cette étude. Au cours de cette présentation, on a pu voir que la solution Carabotis, peut être une solution est une solution, probante, aux îlots de chaleur urbains une et à l'impact carbone. Les démonstrateurs permet la transposition des essais de laboratoire à une échelle grandeur réelle. Comme vous avez pu le voir, on parle de surface de 4 mètres par 4.
Et enfin, les résultats de cette étude nous permettra d'améliorer notre connaissance des propriétés thermophysiques des matériaux pour mieux comprendre leur influence sur le réchauffement urbain. Je vous remercie de votre attention, Merci à tous, bonne Jérôme. journée. Merci.